Personne, en Europe, n'aurait imaginé qu'un blindé coûtant des milliards puisse échouer avant même son premier véritable combat. Tout devait fonctionner parfaitement, chaque système, chaque capteur, chaque ligne de code. Et pourtant, au moment décisif, quelque chose s'est brisé. Pas sous le feu ennemi, pas dans la boue d'un champ de bataille, mais au cœur même de la machine. C'est là que commence l'histoire du doute européen. Au début des années 2000, l'Allemagne est convaincue d'avoir compris la guerre de demain. Les conflits asymétriques dominent les analyses stratégiques. L'Afghanistan devient la référence absolue, et les états-majors européens observent attentivement chaque décision prise à Berlin. L'idée est simple, presque séduisante par sa logique froide. Créer un véhicule d'infanterie capable d'être projeté rapidement par avion, suffisamment léger pour traverser le monde, mais assez protégé pour résister aux mines et aux engins explosifs improvisés. Cette vision paraît moderne, rationnelle, presque inévitable. C'est dans ce contexte que deux géants de l'industrie allemande, forts d'une histoire industrielle remontant au XIXe siècle, décident d'unir leurs forces. Leur consortium promet une révolution. Le nouveau véhicule devra remplacer les anciens engins hérités de la guerre froide et démontrer que l'ingénierie allemande reste une référence incontestable. Très vite, le projet dépasse le simple cadre national. En France, dans les cercles militaires et industriels, on observe avec attention ce programme censé définir les standards européens pour les décennies à venir. Le cahier des charges est impitoyable. Le blindé doit rester sous une masse précise pour être transportable par avion, ce qui impose des compromis extrêmes. Chaque kilogramme compte. Chaque centimètre intérieur devient un sujet de négociation. Les ingénieurs font des choix radicaux, convaincus que la technologie compensera toutes les concessions humaines. La protection devient l'obsession absolue. Le blindage composite, issu de recherches coûteuses et complexes, promet des performances jamais vues. Sur le papier, les résultats sont spectaculaires. Les tests balistiques montrent une résistance qui dépasse tout ce que l'Europe a connu jusqu'alors. Mais à mesure que la coque se renforce, l'espace intérieur disparaît. Le compartiment des soldats se resserre, les positions deviennent rigides, et certains corps ne trouvent tout simplement plus leur place. Le problème n'est pas immédiatement rendu public. À ce stade, le programme est déjà trop avancé, trop cher, trop symbolique pour être remis en question. L'Europe regarde, la France analyse, et personne n'ose encore poser la question qui dérange. Pour qui ce blindé est-il réellement conçu ? La philosophie du projet va encore plus loin. La tourelle n'accueille aucun être humain. Elle est entièrement contrôlée à distance depuis l'intérieur du châssis. Les écrans remplacent la vision directe, les capteurs remplacent les yeux. Sur le plan conceptuel, c'est une rupture totale avec des décennies de doctrine militaire. Les avantages sont évidents. Une tourelle plus légère, une meilleure protection de l'équipage, une rapidité de réaction accrue. Les démonstrations impressionnent les observateurs étrangers. En France, certains y voient l'annonce d'une nouvelle ère pour les véhicules blindés européens. L'armement principal, une pièce automatique de 30 mm, est présenté comme l'un des systèmes les plus sophistiqués jamais intégrés sur un véhicule d'infanterie. Chaque tir est mesuré, analysé, corrigé en temps réel. Les munitions sont programmées avant même de quitter le canon. En théorie, le blindé peut frapper des cibles dissimulées, disperser des groupes ennemis et contrôler l'espace avec une précision chirurgicale. L'ensemble semble presque trop parfait pour être vrai. Autour de cette architecture s'ajoute une couche électronique encore plus ambitieuse. Des caméras couvrent l'intégralité du périmètre, offrant une vision constante de l'environnement. Les soldats à l'arrière peuvent observer le terrain avant de débarquer, anticiper les menaces, choisir leur trajectoire. Sur les présentations officielles, cette capacité est décrite comme une avancée décisive, capable de sauver des vies. L'Europe écoute. La France compare avec ses propres programmes. Le doute n'existe pas encore. Pourtant, plus le projet avance, plus il devient dépendant de ces systèmes électroniques. Tout passe par les écrans, tout transite par des logiciels. Il n'existe aucune solution de secours véritablement mécanique. Si l'image disparaît, le blindé devient aveugle. Si un système se bloque, l'ensemble de la chaîne est affecté. Cette dépendance totale n'inquiète pas immédiatement les décideurs. Après tout, nous sommes entrés dans l'ère numérique et la guerre ne fait pas exception. À ce moment précis,
Personne ne sait encore que ce choix technologique, présenté comme une force, deviendra l'origine des critiques les plus sévères. Personne n'imagine que l'arme la plus chère et la plus protégée d'Europe sera un jour accusée de ne pas fonctionner quand on en a le plus besoin. Le projet continue, les lignes de production se préparent, et l'Europe, convaincue d'assister à une réussite majeure, ne voit pas encore les fissures invisibles sous la surface. Lorsque les premiers exemplaires quittent enfin les chaînes d'assemblage, l'enthousiasme officiel est soigneusement mis en scène. Les communiqués parlent de modernité, de rupture technologique et d'un saut générationnel. Mais loin des discours publics, dans les unités chargées de recevoir le nouveau blindé, le ton est déjà différent. Les équipages découvrent une machine brillante sur le papier, mais exigeante, presque capricieuse dans son usage quotidien. Très vite, les premières séances d'entraînement révèlent une réalité moins flatteuse. Le véhicule impose une discipline stricte, non pas tactique, mais physique. Les soldats doivent s'adapter à la machine, et non l'inverse. Les équipements individuels modernes, plus volumineux que par le passé, compliquent chaque mouvement à l'intérieur. Monter, s'asseoir, se retourner devient un exercice précis, presque chorégraphié. Certains gabarits se heurtent à des limites impossibles à contourner. Le problème n'est plus théorique, il est vécu, ressenti, commenté à voix basse dans les casernes. La réduction du nombre de fantassins transportés commence également à poser des questions opérationnelles. Les doctrines établies depuis des décennies reposaient sur une unité complète débarquant ensemble, prête à agir immédiatement. Désormais, il faut diviser, réorganiser, repenser la manœuvre. Les officiers tentent d'ajuster les schémas tactiques, mais chaque adaptation crée de nouvelles contraintes. Sur le terrain d'exercice, les délais s'allongent, la coordination devient plus complexe et l'efficacité promise par la technologie semble s'éloigner. Pendant ce temps, l'électronique, cœur du système, montre un visage moins rassurant. Les interfaces sont sophistiquées, mais leur apprentissage demande du temps. Les écrans concentrent toute l'attention de l'équipage, qui doit constamment interpréter des flux d'images et de données. La sensation d'enfermement s'accentue. Contrairement aux véhicules plus anciens, aucun regard direct ne permet de confirmer instinctivement ce que montrent les capteurs. Tout passe par l'intermédiaire numérique, et la confiance absolue dans ces systèmes devient une nécessité, non un choix. Les exercices de tir apportent leur lot de surprises. Le canon, censé être l'un des atouts majeurs du blindé, ne répond pas toujours comme attendu. Des interruptions apparaissent, imprévisibles, difficiles à reproduire dans des conditions contrôlées. Les techniciens interviennent, ajustent, reconfigurent. Chaque incident est consigné, analysé, classé. Officiellement, il s'agit de mise au point normale pour un système aussi avancé. Officieusement, l'inquiétude grandit chez ceux qui savent que, en situation réelle, il n'existe ni pause ni redémarrage possible. La dépendance totale aux écrans devient un sujet de discussion récurrent. Lors de manœuvres complexes, lorsque le châssis et la tourelle évoluent indépendamment, certains équipages éprouvent des difficultés à conserver une perception claire de l'orientation du tir. La machine est rapide, précise, mais exige une concentration constante. Sous stress, cette charge cognitive supplémentaire devient un facteur de risque. Les instructeurs le constatent, les rapports s'accumulent, mais aucune solution simple ne se dessine. À l'extérieur des unités, les partenaires européens commencent à s'interroger. En France, où l'on réfléchit depuis longtemps à la coopération industrielle et aux futurs programmes communs, les retours officieux circulent. Rien n'est encore public, mais les doutes s'installent. Comment un véhicule aussi coûteux peut-il nécessiter autant d'ajustements après son entrée en service ? Pourquoi tant d'éléments essentiels semblent-ils encore en phase de maturation ? Le contraste avec les anciens engins, pourtant dépassés technologiquement, devient frappant. Ceux-ci manquent de sophistication, mais ils offrent une forme de fiabilité brute, presque rassurante. Ils démarrent, roulent, tirent. Le nouveau blindé, lui, promet beaucoup plus, mais demande en échange une perfection technique constante. Chaque mise à jour, chaque correction logicielle devient cruciale. La moindre anomalie prend une dimension disproportionnée. Peu à peu, une question silencieuse traverse les états-majors européens. La modernité extrême, poussée jusqu'à ses limites, ne risque-t-elle pas de fragiliser l'ensemble ?
Ce doute n'est pas encore formulé publiquement, mais il est bien réel. La machine, censée incarner l'avenir du combat mécanisé, commence à être perçue comme un pari risqué. Et en arrière-plan, une échéance approche, celle d'un examen officiel qui ne se contentera plus de promesses ni de démonstrations contrôlées. Le basculement ne se produit pas lors d'un exercice spectaculaire, ni à la suite d'un accident isolé. Il arrive plus discrètement, à travers des documents, des tableaux, des pourcentages froids. Lorsque les autorités de contrôle commencent à examiner l'état réel du parc, l'image soigneusement entretenue se fissure. Les chiffres ne racontent pas une histoire de progrès continu, mais celle d'une disponibilité inquiétante. Une partie significative des véhicules livrés n'est tout simplement pas en état d'être engagée immédiatement. Cette révélation agit comme un choc silencieux. À Berlin, les commissions parlementaires réclament des explications. Les auditions s'enchaînent et les responsables du programme doivent justifier des écarts qui ne peuvent plus être masqués par le langage technique. Chaque réponse soulève une nouvelle question. Chaque tentative de clarification met en lumière la complexité excessive du système. Le blindé n'est pas seulement une machine, c'est devenu un écosystème fragile, dépendant d'une chaîne de maintenance lourde et coûteuse. C'est à ce moment précis que l'affaire dépasse le cadre militaire. Les médias s'emparent du sujet. Les termes changent. On ne parle plus de défis techniques, mais de dysfonctionnement. Les reportages montrent des rangées de véhicules immobilisés, attendant des pièces, des mises à jour, des validations. L'opinion publique découvre que la modernité promise a un revers inattendu. Le symbole de la supériorité technologique commence à se transformer en embarras national. Un détail, en apparence anodin, cristallise les critiques. Les écrans utilisés par les équipages sont dépourvus de couleurs. Dans un véhicule où toute la perception du monde extérieur dépend de capteurs vidéo, cette limitation paraît incompréhensible. Les images diffusées donnent une impression irréelle, presque anachronique. Pour les observateurs étrangers, notamment en France, ce choix devient le symbole d'un décalage profond entre l'ambition affichée et la réalité concrète de l'équipement. Les spécialistes expliquent que cette contrainte résulte de décisions anciennes, prises pour maîtriser les coûts et garantir une certaine robustesse. Mais ces arguments peinent à convaincre. Dans un environnement opérationnel complexe où l'identification rapide des menaces est essentielle, la perte d'informations visuelles devient un handicap sérieux. Les critiques ne portent plus seulement sur le confort ou l'ergonomie, mais sur la sécurité même des équipages. Parallèlement, les difficultés liées à l'armement refont surface. Des témoignages filtrent, évoquant des interruptions lors des phases de tir, des comportements imprévisibles du système. Rien de catastrophique pris isolément, mais l'accumulation commence à peser lourd. Le blindé devait inspirer une confiance totale. Or, la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et chaque incident, même mineur, la fragilise un peu plus. Dans les capitales européennes, les analystes réévaluent leurs hypothèses. En France, où les programmes conjoints sont envisagés comme une nécessité stratégique, l'exemple allemand devient un sujet d'étude attentif. Les réunions se multiplient. On dissèque les choix initiaux. On examine des compromis acceptés au nom de la performance. La question n'est plus de savoir si le véhicule est innovant, mais si cette innovation est maîtrisée. Le paradoxe est cruel. Jamais un véhicule d'infanterie n'a offert un tel niveau de protection théorique. Jamais les systèmes embarqués n'ont été aussi avancés. Et pourtant, jamais l'écart entre le potentiel annoncé et l'usage réel n'a semblé aussi grand. Cette contradiction alimente un malaise profond. L'Europe, qui voyait dans ce programme un pilier de son autonomie militaire, se retrouve face à une incertitude dérangeante. À mesure que le débat s'intensifie, une décision implicite se dessine. Le programme ne peut être abandonné, tant les investissements sont considérables et les enjeux politiques élevés. Mais il ne peut plus être présenté comme une réussite sans réserve. Une phase de correction lourde s'annonce, avec son lot de coûts supplémentaires et de délais. Et au-delà des chiffres, une question persiste, lancinante, presque inquiétante. Combien de temps faudra-t-il pour que cette machine corresponde enfin à ce que l'Europe attend d'elle ? À partir de ce moment, le programme entre dans une phase que ses concepteurs redoutaient depuis longtemps. Il ne s'agit plus d'optimiser, mais de corriger.
Chaque solution proposée révèle une nouvelle faiblesse, chaque amélioration entraîne une conséquence imprévue. Le blindé n'est plus évalué comme un système isolé, mais comme un ensemble fragile, où tout est lié, parfois de manière dangereusement rigide. Les équipes techniques dressent une liste de modifications devenues impossibles à repousser. Les interfaces doivent évoluer. Les systèmes de visualisation exigent une refonte complète. Les chaînes de communication internes montrent leurs limites face aux exigences opérationnelles modernes. Tout cela nécessite du temps, mais surtout de l'argent. Les estimations s'accumulent et les montants évoqués dépassent rapidement ce qui avait été annoncé lors du lancement du programme. Pour les décideurs politiques, la situation devient inconfortable. Reconnaître publiquement l'ampleur des corrections à apporter revient à admettre que le calendrier initial n'était pas réaliste. Pourtant, continuer sans agir serait encore plus risqué. Le blindé existe, il est produit, il est livré, mais il n'atteint pas le niveau de fiabilité attendu pour un engagement soutenu. Cette contradiction devient impossible à ignorer. Pendant que les ingénieurs travaillent sur des solutions, les unités doivent continuer à fonctionner. Les anciens véhicules restent en service plus longtemps que prévu. Leur maintien en condition devient coûteux, complexe, mais indispensable. Ils incarnent une forme de sécurité minimale, presque archaïque, face à un successeur qui promet beaucoup, mais exige encore trop. Cette coexistence forcée illustre l'impasse dans laquelle se trouve la modernisation. Les observateurs étrangers notent un phénomène inquiétant. Le blindé allemand, censé servir de référence pour l'Europe, impose désormais un contre-exemple. En France, où l'on réfléchit à la prochaine génération de véhicules terrestres, les discussions changent de ton. Les questions portent moins sur la performance maximale que sur la résilience, la simplicité relative, la capacité à fonctionner malgré les défaillances partielles. L'expérience allemande agit comme un avertissement silencieux. À mesure que les projets de mise à niveau prennent forme, le coût total du programme augmente encore. Les chiffres circulent dans les cercles spécialisés. Ils ne sont plus marginaux. Ils représentent une nouvelle charge budgétaire significative, justifiée par la nécessité de rendre opérationnel ce qui a déjà été payé. Ce raisonnement, bien que logique sur le papier, alimente un sentiment de malaise. Le blindé semble engloutir des ressources sans jamais atteindre un état définitif. Même parmi les défenseurs initiaux du projet, le discours évolue. Les promesses d'une supériorité technologique écrasante laissent place à une approche plus prudente. On parle désormais de potentiel à long terme, de plateformes évolutives, de bases solides pour des améliorations futures. Ces mots, choisis avec soin, masquent une réalité plus dure. Le présent reste problématique. La complexité du système rend chaque intervention délicate. Une modification logicielle peut affecter la gestion de l'armement. Un changement matériel peut perturber l'équilibre énergétique. Les marges de manœuvre se réduisent. Le blindé, conçu pour être modulable, se révèle paradoxalement difficile à transformer rapidement. Ce constat nourrit une inquiétude profonde sur la capacité de l'industrie à maîtriser des systèmes aussi intégrés. Dans les cercles stratégiques européens, une réflexion plus large s'engage. La quête de la perfection technologique a-t-elle pris le pas sur la réalité du combat ? Un véhicule peut-il être trop avancé pour être fiable ? Ces questions, autrefois théoriques, deviennent concrètes. Le blindé allemand, sans avoir affronté un ennemi réel, a déjà déclenché un débat fondamental sur l'avenir des forces mécanisées. À l'approche des échéances suivantes, une certitude s'impose. Le programme ne peut plus être jugé uniquement sur ses intentions ou ses innovations. Il sera évalué sur sa capacité à sortir de cette zone grise entre promesses et incertitudes. Et cette épreuve finale, bien plus exigeante que n'importe quel audit ou exercice, approche lentement mais inexorablement. À mesure que les mois passent, le blindé cesse d'être seulement un objet de controverse technique pour devenir un marqueur stratégique. Il incarne désormais un choix de civilisation militaire, continuer à miser sur une sophistication extrême ou accepter que la guerre moderne exige parfois des solutions moins élégantes mais plus robustes. Cette interrogation traverse les états-majors européens sans jamais être formulée publiquement. Sur le terrain, les équipages s'habituent progressivement à la machine. Non pas parce qu'elle devient plus simple, mais parce que les hommes apprennent à composer avec ses contraintes. Les procédures s'allongent, les vérifications se multiplient
et chaque mission d'entraînement est précédée d'une préparation minutieuse. Le blindé fonctionne, mais à condition d'être entouré d'un écosystème technique et humain lourd, presque oppressant. Ce n'est plus un outil, c'est une responsabilité permanente. Les mises à niveau commencent à être déployées par vagues successives. Certaines améliorent la situation, d'autres déplacent simplement les problèmes. Le rythme est lent, inégal, dicté par les capacités industrielles et les arbitrages budgétaires. L'idée d'un standard définitif s'éloigne. À la place, s'impose celle d'une plateforme en perpétuelle évolution, jamais totalement stabilisée. Pour une armée, cette incertitude est difficile à accepter. Dans les cercles internationaux, le regard porté sur le blindé change subtilement. Il n'est plus présenté comme un modèle à copier, mais comme un cas d'étude. Les experts analysent ses choix, ses erreurs, ses réussites partielles. En France, cette analyse nourrit directement les réflexions sur les programmes futurs. La coopération européenne reste une nécessité, mais elle s'accompagne désormais d'une prudence nouvelle. Le rêve d'une machine parfaite laisse place à une recherche d'équilibre. Le paradoxe demeure entier. Sur le plan théorique, le blindé reste l'un des mieux protégés jamais conçus. Sa mobilité, son potentiel de feu, ses capacités électroniques dépassent largement celles de générations précédentes. Pourtant, ces qualités ne suffisent pas à effacer une impression persistante de fragilité. La technologie, censée garantir la supériorité, devient parfois un facteur de vulnérabilité. L'absence de confrontation réelle continue de peser comme une ombre. Tant que la machine n'est pas soumise à la pression extrême d'un engagement véritable, toutes les évaluations restent incomplètes. Les simulations, les exercices, les rapports ne remplacent pas l'épreuve du feu. Cette attente crée une tension diffuse. Le blindé est prêt sur le papier, presque prêt dans les faits, mais jamais totalement éprouvé. Peu à peu, une forme de résignation s'installe. Le programme ira jusqu'au bout, non parce qu'il a convaincu tout le monde, mais parce qu'il est devenu incontournable. Trop d'argent, trop de temps, trop de décisions politiques y sont investies. Revenir en arrière n'est plus une option. Avancer reste la seule voie possible, même si elle est semée de doutes. Le blindé entre alors dans une phase étrange de son existence. Il n'est plus une promesse, pas encore une certitude. Il roule, il tire, il protège, mais toujours sous condition. Il exige une vigilance constante, une maintenance rigoureuse, une adaptation continue. Il n'est pas l'échec total que certains dénoncent, ni le triomphe absolu qu'on annonçait autrefois. Il est autre chose, un compromis coûteux, complexe, révélateur des limites de la modernité militaire. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette histoire. Non pas dans les chiffres, ni dans les performances annoncées, mais dans cette question que l'Europe ne peut plus éviter. Jusqu'où faut-il aller dans la sophistication avant que celle-ci ne se retourne contre ceux qu'elle est censée protéger ?